Salut et bienvenue sur le podcast Paysapreneur. Ce podcast est dédié à tous les jardiniers paysagistes passionnés qui souhaitent développer leurs entreprises et vivre pleinement de leur métier. Je suis Joël Arquier et après plus de 20 ans passés en tant qu'entrepreneur paysagiste, aujourd'hui j'accompagne ceux qui, comme vous, veulent transformer leur passion en business rentable. Chaque semaine, vous découvrirez ici des conseils pratiques en matière de stratégie marketing, de vente, de production et de direction d'entreprise qui vous aideront à faire croître votre business tout en gardant un équilibre de vie. Alors, prêt à passer au niveau supérieur ? Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Paysapreneur. Soyez les bienvenus. Alors aujourd'hui, on va parler d'un thème peu habituel puisque j'ai pas, je parle rarement de mon expérience, en tout cas en dehors de mon entreprise du paysage et de mes entreprises du paysage. Donc aujourd'hui, je vais te faire profiter de mon expérience un peu particulière puisque déjà dans un premier temps, tu as dû remarquer, si tu regardes en vidéo, que le décor a changé, puisque jusqu'à présent, il y avait un fond d'écran avec écrit Paysapreneur, podcast, etc. Et bien maintenant, ce fond d'écran a disparu et tu découvres mon bureau derrière moi. Et du coup, on m'a demandé, certains m'ont demandé en voyant le bureau, qu'est-ce que c'était, où est-ce que j'étais, ce que je faisais dans ce bureau-là et pas dans un autre bureau. Et puis du coup, dans ce bureau, tu vas trouver un petit peu de mon histoire. Et donc du coup, je voulais te faire profiter de ça. Et puis, on va pas du tout parler de paysage ou d'entreprise du paysage. Par contre, je vais te faire profiter de ce que j'ai vécu quand j'étais plus jeune. Et donc des éléments que tu vois derrière moi ici, là. Et c'est quand même cette expérience-là m'a servi en fait toute ma vie après et toute ma vie d'entrepreneur après. Et donc, je vais te faire profiter à la fois des anecdotes que j'ai vécues et des trucs sympas. Et en même temps, tu vas pouvoir retirer de ça des principes que tu peux appliquer dans ton entreprise. Donc, dans un premier temps, bienvenue dans mon bureau. Donc, tu vois derrière moi, ici, là, voilà. Là, tu vois une belle planche de skate, tu vois un van ici, là, sur la photo avec qui représente la plage, le surf. Il y a quelques plantes aussi, là, de l'autre côté. Là, voilà. Il y a quelques plantes. Donc, si tu écoutes en podcast, tu vois pas la vidéo. Tu sais, tu vois aussi quelques vieux skates vintage. Alors, il y en a un qui est pas vieux, il y en a un qui est vieux, qui sont des mini skates. C'est des pennies en gros, maintenant, si tu fais un peu de skate. Et pourquoi il y a là, il y a un gros skate de ce côté. Pourquoi il y a un gros skate là? C'est pour te rappeler à la fois ce que je vais te partager maintenant et puis mon passé de skater. Donc en fait, moi j'ai fait du skate pendant à peu près 3 ou 4 ans. Donc en gros, je viens au skate. Alors je fais pas du skate de part comme tu vois au JO là ou de bol. Moi, ce qui m'intéressait, c'était faire du skate de descente. Donc pourquoi je viens au skate de descente? Parce que je suis passionné de snowboard. Je vais au snow tous les week-ends. J'ai pas de moyen de locomotion. On partait en bus à 6 heures du matin pour aller dans les Pyrénées. Enfin bref, c'était assez roots, assez folklorique. Toujours est-il qu'en saison hivernale, j'étais au snow absolument tous les week-ends. On a fait des trucs incroyables. Alors, j'ai jamais été très souple, donc je faisais pas forcément beaucoup de pirouettes, pas trop de parcs, ni de pipe ou des choses comme ça. Mais par contre, je faisais bien de la descente, je faisais bien du hors-piste et tout ça. Donc, c'était vraiment en freeride, c'était là où je m'éclatais le plus. Et puis aussi sur les pistes quand, il y avait pas possibilité de sortir. Parfois même, on a pris des risques un peu inconsidérés à cette période-là, mais bon, c'est la folie de la jeunesse. Fais attention si tu pars en freeride, prends bien le matériel pour faire de la recherche sur les personnes, aux avalanches, ce que nous, on n'avait pas forcément. Et donc, fin de saison, d'une de grosses, grosses saisons de snow où je m'éclate à mort. Je fais vraiment une grosse saison et je me retrouve dépourvu quand la bise suis venue, quoi. Printemps, plus de neige. Et puis je dis, bon, mais qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais au magasin où j'avais l'habitude d'acheter mon matos de snow. Et là, je vois le commercial et je lui dis, écoute, voilà, moi, qu'est-ce que je peux bien faire l'été pour retrouver le plaisir de la glisse, du snow l'été? Et donc là, il me dit, bah, écoute, pas de souci, tu vas faire du skate en descente sur les routes de montagne ou d'ailleurs, dès qu'il y a de la descente, tu vas pouvoir descendre, tu vas voir, ça ressemble un peu au snow, tu vas retrouver la glisse, tu vas retrouver l'adrénaline, tu vas voir, c'est génial et tout ça. Et donc, lui en fait.
Il me met le pied à l'étrier, donc évidemment, j'achète une planche, que j'ai pas mise derrière, mais que j'ai encore, d'une marque, qui a fondu les plombs d'ailleurs juste après, une petite marque, du côté de Bordeaux là-bas et donc j'achète cette planche, puis on commence, il m'apprend à faire du skate de descente en fait sur une route qui aujourd'hui est devenue une route très fréquentée, mais qui à l'époque était une impasse, derrière le lycée agricole à Haussville, si, c'est pour ceux qui connaissent. Donc il y avait cette route-là qui descendait, qui était relativement large, c'était parfait pour apprendre, donc j'ai appris là-dessus. Et puis, après, petit à petit, on a commencé à monter de niveau, puis à aller sur des routes de plus en plus pentues, de plus en plus parfois urbaines, donc c'était assez chaud patate. Mais voilà, on faisait ça la nuit, le vendredi soir. Et on skatait, dans les rues aux alentours de Toulouse et puis, parfois sur des routes et notamment, j'avais trouvé une route pas très loin de chez moi. On partait avec un copain et on faisait de la descente sur ces routes-là et donc c'était vraiment la descente en skate, parfaite. On s'amusait bien, on faisait attention aux voitures parce qu'évidemment les routes sont pas fermées, hein, donc on faut faire attention. Je me demande d'ailleurs si encore on pourrait le faire maintenant, s'il y a pas des arrêtés préfectoraux qui interdisent ça et donc on descendait comme ça sur les routes. Et puis petit à petit, on rencontre des copains d'autres régions, des skateurs à droite, à gauche qui deviennent nos potes. On a fait des trips sur Paris et tout ça. Et moi, j'ai toujours été un entrepreneur, un compétiteur. Ça, j'ai toujours ça au fond de moi. Et donc, du coup, moi, je commence à m'intéresser à faire de la compète. Et on se fait inviter sur un événement dans les Pyrénées où on rencontre des gars qui font de la compète, qui nous disent: «Ouais, tu vas voir, c'est génial la compète, viens avec nous, on s'éclate, ça reste bon enfant, c'est un petit milieu, on se prend pas la tête, juste on s'amuse, mais voilà, la compétition est un prétexte». Donc je trouvais ça vraiment très, très bien. Sauf que, je me suis vite aperçu qu'en skate, en descente, j'avais pas un niveau qui me permettait de prétendre à quoi que ce soit en compétition, en tout cas de faire bonne figure et on va pas se mentir, mais mon esprit de compétition était quand même présent et faire de la compète pour être dernier, ça m'intéresse pas vraiment. Donc là, j'ai commencé à regarder qu'est-ce que je pouvais faire en compétition qui ressemble à du skate, qui soit cousin et qui me permette d'avoir un peu de niveau. Donc là, ce que je me suis mis, c'est que, en m'imprégnant un peu du milieu, de ça, je suis passé à la street luge. Alors, je suis désolé, je peux pas rentrer une street luge, dans mon bureau, puisque mon bureau, comme tu le vois, c'est une caravane réaménagée et non, je ne suis pas digital nomade parce que j'ai 3 enfants à charge et que donc je ne peux pas me balader à Bali, toute l'année. Donc, voilà, mais, mes 10 ans diront à Dubaï, mais ne vous inquiétez pas, ça m'intéresse pas, hein. Moi, je suis plus nature, comme vous. Donc voilà, donc c'est une caravane des années 60, c'est une caravane de 76 qui a réaménagé. J'aime beaucoup le vintage et tout ça, donc c'est pour ça que j'ai réaménagé mon bureau dedans. Et c'était plus agréable d'avoir un bureau de jardin en caravane réaménagé vintage qu'autre chose. Et donc voilà, donc c'est pour ça que tu vois ça. Et forcément, je peux pas rentrer une strituge, même si je l'ai encore, ma strituge de l'époque. Je l'ai chez moi, mais je peux pas la rentrer dans la caravane, c'est pas possible. Donc voilà, donc je me suis mis à la strituge. Donc la strituge, pour ceux qui connaissent pas, c'est on s'allonge sur quelque chose qui ressemble à un siège baquet, mais vraiment qui est au ras du sol. Euh, on descend, donc on est à ras du sol. Évidemment, on est en combinaison de moto, c'est mieux. Ça pique sinon, quand on tombe, et on a, pour, seul frein les pieds. Voilà, donc c'est pas de la caisse à savon, tu peux voir les trucs Red Bull, caisse à savon délirant et tout, non, c'est vraiment l'équivalent de la Formule 1, si c'était une voiture, quoi. Donc on descend avec ça et donc je commence à tester, cet outil-là et je me sens tout de suite très, très à l'aise avec et je me dis: «Bon, il faut que j'en achète une», donc je un gars de mon réseau qui était sur Paris, vendait la sienne, qu'il avait fabriquée, voilà, donc j'achète sa luge à lui, il me l'envoie. Je commence à travailler, je dis vraiment travailler parce que je faisais la luge vraiment non-stop, c'était vraiment un acharné. Je faisais peut-être 15 heures par semaine, enfin tous les week-ends je faisais ça, je faisais de la muscu après rentrant de boulot, après une journée de tailleuse, je faisais la muscu, tu vois? Justement pour pouvoir renforcer ma masse musculaire et être performant. Et j'ai fait de la luge comme ça, d'abord en mode découverte avec, des départs, bon pas fou, hein, comme quand tu débutes un truc et puis petit à petit, voilà, le niveau est monté, le niveau est monté, le niveau est monté et on s'est chauffé avec mon pote, qui on descendait, la route, qui ressemble à une petite route de montagne qui est pas très loin de chez moi et donc on disait: «Bah, voilà, ce serait cool qu'on fasse vraiment de la compète, qu'on s'inscrive championnat de France» et il y avait une épreuve de coupe du monde, en Autriche cette année-là, c'était en 2001.
Et il y avait une coupe du monde en Autriche, donc on dit, soyons fous, allons à la coupe du monde, quoi. On va s'inscrire à la coupe du monde. C'était un open, donc il suffit de payer les droits d'entrée et tu peux le faire. Et donc on s'inscrit là, mais sans trop savoir qu'est-ce qui va se passer. Et on prépare un road trip en fait de 15 jours. Donc on est parti dans les Alpes et puis après en Autriche à la Coupe du Monde. Et moi je me suis dit, ok, je sais pas quel niveau j'ai. J'ai jamais fait de compète. Par contre, je connais quelqu'un qui connaît la compète et qui va m'aider à au moins appréhender la compète. Championnat de France, j'avais pas trop d'objectifs, je voulais juste pas être dernier et plutôt être dans la première partie de tableau. Et Coupe du Monde, j'avais aucun objectif particulier, si ce n'est d'essayer de sortir des qualifications pour passer en huitième de finale, puis quart de finale, etc. Puisque c'est un peu les principes de la Formule 1, il y a des qualifs et puis après il y a la course où on part par rang, donc on part par 4. Et puis voilà, c'est les deux premiers passes et puis ainsi de suite jusqu'à la finale. Et donc je me dis, je veux au moins sortir des qualifs, quoi. Je veux pas être, je veux faire partie de la grosse moitié qui va sortir des qualifs. Et je me dis, mais en fait, j'ai jamais vécu ça. C'est quand même stressant, c'est de la compète. Euh, Ça fait pas longtemps que j'en fais, puisqu'à ce moment-là, je pars en compète. Il faut savoir que ça fait 3 mois à peu près que je fais la luge. Donc c'est vraiment aucun. Il n'y a rien, en vrai, il n'y a rien du tout. Mais on me dit, voilà, tu as du niveau, tu peux faire et tout. Donc je me dis, ok, c'est cool, je vais tenter le truc. Et donc, je me dis, avant de partir, il faut que j'appréhende ce monde-là, en fait, de la compète pure. Et là, je me dis, il faut que je trouve un mentor, en fait. Il faut que je trouve quelqu'un qui a déjà vécu le truc. Et je me fais aider par un ancien champion du monde de skate qui est français. À ce moment-là, il avait été champion du monde 2 ans avant et lui, il maîtrisait la compète. Il avait fait le tour du monde avec son skate. Et je lui dis, il faut que tu m'aides, quoi. Et là, le gars, il me dit, ouais, pas de problème, je vais t'aider, je vais te dire comment on fait, comment il faut appréhender les choses et tout ça. Et donc, je l'ai au téléphone plusieurs fois. Il n'y a pas la visio encore et tout ça. Donc, je l'ai au téléphone plusieurs fois, puisqu'il habite à plusieurs centaines de kilomètres de chez moi, puisqu'il était dans la région de Nice. Et je dis, voilà, il faut que tu m'aides, que tu me montres comment on fait. Et donc là, il me file une planche déjà pour essayer la descente, si vraiment c'est OK que je peux pas. Mais effectivement, je peux pas passer 70 km/h, je suis en panique, donc c'est pas bon. Tu vois. C'est rigolo, mais tu peux pas faire de la compète avec ça, quoi. Il faut aller au-dessus. Donc, je dis OK, on laisse tomber. On valide vraiment la luge. Ensuite, j'ai expliqué comment je voulais faire, ce que je comptais faire. Lui, il m'explique ce qui se passe dans une compète, l'organisation, notamment pour la Coupe du Monde. C'était vraiment si j'avais un truc à réussir, c'était l'épreuve de Coupe du Monde, quoi. Qui était pas, c'était pas celui qui gagnait n'était pas champion du monde, ça faisait partie de plusieurs épreuves, mais en tout cas, c'était voilà, du gros niveau. Après, les autres épreuves, c'était sur d'autres continents, notamment aux États-Unis. Ah, voilà, pour l'instant, on restait local, ça faisait pas longtemps que j'en faisais, donc on voulait rester sur quelque chose de facile, d'accessible, en tout cas au niveau géographique. Et donc, je me fais accompagner, on part sur les championnats de France avec mon pote. Je finis en quart de finale au championnat de France, donc je me qualifie, je finis quart de finale. Il y a un gars qui avait participé aux X-Games qui gagne. On a l'impression qu'il y a des raccourcis tellement le gars est bon. On se dit la route de montagne, il y a des tunnels, quoi, comme dans Mario Kart, c'était pas possible. Le gars était vraiment très très fort. Mais voilà, on fait bonne position. Moi, je fais bonne position en tout cas. Je suis content. Je dis ouais, c'est cool, tout ça. On a appréhendé un peu la compète et c'était cool en vrai. Et puis, on part la semaine d'après sur l'Autriche. Alors, l'Autriche, faut savoir que c'est une compète où c'était Woodstock, en vrai, il pleuvait. Enfin, c'était vraiment Woodstock. On était stocké dans un champ. Enfin, je dis stocké, c'était vraiment stocké, quoi. Camping dans un champ sous la pluie, de la boue partout, des toilettes ravagées au bout de 5 jours de compète. Enfin, c'était n'importe quoi. Faut vraiment être jeune pour faire ça. En tout cas, dans ces conditions-là, c'était complètement à l'arrache, mais on se régale, quoi. Vraiment, on voit l'ambiance, on se régale, un peu le stress, on s'inscrit. On se dit où c'est qu'on va, qu'est-ce qui se passe. Donc je me dis, wow. Puis je commence à rider un peu, on fait une descente, deux descentes, je commence à appréhender la piste qui était vraiment une piste très difficile. Il y avait des riders américains qui voulaient réduire la distance parce qu'ils trouvaient que c'était trop dangereux sur le haut. Donc c'est pour te dire que voilà, c'était quand même très serré. Et je me retrouve où je prends du plaisir déjà dans ce que je fais. Je suis pas trop stressé. J'ai plaisir à rencontrer d'autres riders du monde entier en fait et c'était top.
Et là, je me dis, OK, il faut bien se mettre à l'abri. Je vois avec ce que m'a appris tout mon mentor, quoi, ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, tu fais ça, tu t'organises comme ça, tu perds la tête froide, tu appréhendes les virages comme ça, tu appréhendes les gens comme ça. Et donc, lui, il était avec moi là, sur cette compète-là. Il me dit, t'inquiète pas, tout va bien se passer, on le fait ensemble et tout ça. Et c'était vraiment cool d'avoir quelqu'un qui te rassure, quoi. Et arrive le qualif, les qualifs, c'est le samedi, et les éliminatoires et la finale, les phases finales, c'est le dimanche. Donc arrive le samedi, on se prépare, on fait les échauffements. Si tu connais la Formule 1 ou la moto, c'est un peu pareil, quoi. Il y a les warm-up, et puis après, il y a la qualif. Donc on se fait les warm-up nickel, ça se passe bien, et au moment de la qualif, en fait, il tombe un orage, comme un orage des Alpes, quoi, tu vois, un truc de dingo, un gros déluge et tout le monde part sous la flotte. Et là, on se regarde tous parce qu'en fait, il y a personne qui a jamais raidé sous la flotte, ou très peu. Et moi, je me dis, en fait, peu importe. Alors, peu importe le danger, peu importe le truc, j'y vais, je vis ma vie à fond, c'est le moment, quoi. C'est le moment que j'attends, j'y vais comme un taré. Je réfléchis pas trop et je descends. En plus, je descends là, au moment où je pars vraiment méga déluge, quoi. Et je réfléchis pas et je pars et je descends et je sais pas où je suis. Et quand j'arrive, donc je passe toutes les difficultés. Enfin, il y avait un endroit, ça s'appelait le Hell's Gate, quoi, la porte de l'enfer. Fallait pas freiner, mais c'était tellement serré que tu avais toujours envie de freiner. Je passe tout ça, j'arrive en bas sur la piste, je me rends compte que le gars qui est parti 1 minute avant moi, il est juste devant moi, en fait. Et moi, je finis. Et je me retourne et tout le monde est en train de sauter comme des fous. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je me rends compte que je suis premier avec plus d'1 minute d'avance sur une descente qui fait peut-être 2 kilomètres, quoi. Donc, tu vois, avec une moyenne à 60-70 à l'heure, avec des pointes à 110, euh, ça fait 1 minute, c'est monstrueux, en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que tout le monde a eu peur, sorti les freins, enfin les pieds plutôt, parce qu'on freine avec les pieds, comme je te rappelle. Et pas moi. Et moi, j'ai fait la course de ma vie, quoi, parce que j'étais trop heureux d'être là et c'était génial. Et donc, je suis premier. Et je reste premier longtemps, parce que après, je suis passé dans les premiers, j'étais dossard 13. Donc, tu vois, il y avait plus d'une soixantaine de concurrents, donc longtemps, longtemps. Et au final, il y a juste un gars qui passe devant moi, et qui est d'ailleurs qui fait partie de l'organisation de la compète. Et ce gars-là passe devant moi, déjà parce que c'est un local. Mais bon, c'est pas une excuse. Mais surtout, il est parti, il pleuvait quasiment plus. Donc forcément, il était devant moi. Mais tous les autres étaient derrière moi, donc les pros américains, bam, derrière moi. Enfin voilà, j'étais trop heureux, quoi. Et donc, avec mon mentor, on est juste comme des fous, quoi, en fait. Et tout le monde dit, mais d'où tu sors, d'où tu sors? Euh, C'était incroyable. En vrai, c'était incroyable. Sur ce, on fait un petit peu la fiesta samedi soir, dimanche matin. Mais moi, je sais que je suis toujours en compète, donc je me fais pas. On est d'accord qu'on fait la fiesta, mais moi, je sais qu'il y a la compète. Peut-être d'autres l'ont oublié à ce moment-là. C'était un peu la folie. Mais moi, je sais, donc je vais me coucher tôt, je me prépare et tout ça. Je me dis non, demain, c'est les qualifs et tout. Et en qualif, le warm-up arrive le matin et on se retrouve à 6. On fait des rangs de 6 en fait. En compète, c'est 4, mais en qualif, on fait des rangs de 6 pour drainer plus de monde, parce qu'après, c'est des bus qui nous remontent, donc pour la logistique, on fait des rangs de 6 et on se retrouve avec mon mentor. On est tous les deux et il y a 4 Américains pros qui sont là et on se regarde et on dit premier virage, qui est un énorme virage, on arrive à plus de 100 à l'heure dedans et on pile, on revient à 15, quoi. Et on dit premier virage, on les serre et on les serre et puis ça va nous faire rigoler, quoi. Et donc je dis ok, pas de problème, lui se met à gauche, je me mets à droite. Et on part, sauf que moi j'ai un défaut, c'est que je pousse pas en fait, j'ai pas de poussée. Donc je passe dernier, mais je remonte tout le monde après dans la descente, parce que je suis une tête brûlée, clairement. Donc, et je remonte, et juste avant le virage, en fait, je percute un des riders américains qui lui descendait vraiment, lui jouait le jeu, il était en warm-up, donc il s'est chauffé. Et moi j'étais juste comme un fou furieux. Et donc je le percute parce que je pense qu'il va pas freiner. Et j'étais en train de lui faire l'aspiration. Et là, je pars à plus de 100 à l'heure. Je me prends une tôle, mais monumentale. J'ai vu la vidéo après, ça faisait flipper, puisqu'on a eu la chance, c'était un événement qui était couvert par Eurosport à l'époque. Et donc, j'ai vu la vidéo, c'était chaud quand même. Et je me fais déboîter en vrai. Et je me fais une entorse au genou.
mais je descends quand même et je décide de continuer la compète et j'ai continué la compète, mais blessé, ce qui me fera terminer comme mon dossard, 13e. Je termine, je me qualifie en 8e et je perds en quart de finale. Mais j'étais trop heureux parce que j'avais pété les Américains, ils étaient loin derrière. Voilà, c'était un super moment. Euh, Malheureusement, voilà, c'était pas, je pouvais espérer mieux, mais au final, j'étais très très heureux et c'était parfait. Et, et puis après, une chose une autre, j'ai arrêté la compétition, j'ai arrêté la luge, et puis parce que voilà, la vie fait que. Donc je me suis mis à fond à travailler, je me suis marié rapidement après et tout ça. Et tout ça pour te dire que voilà, ben, ce que tu retrouves derrière, c'est un peu mon histoire. Et cette histoire-là, en fait, on la retrouve parce que pour moi, c'est une histoire qui m'inspire tout le temps pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que les limites, c'est toi qui te les mets. Parce qu'à ce moment-là, dans mon insouciance, clairement, j'ai 19 ans, je suis complètement insouciant, en fait. Et je me suis dit: «Aucune limite» et c'est ce qui m'a amené à aller m'inscrire au championnat de France. Je finirai 11e français, cette année-là, en tout compris, en toutes les compètes, et à la coupe du monde où je me dis: En fait, qu'est-ce qui me retient de le faire?» J'aurais pu me dire: «Non, ça fait pas longtemps, ça fait que 3 mois, je vais juste faire des petits événements à droite à gauche où on va s'amuser». Et puis après, je verrai pour la compète et tout. Mais si je m'étais dit ça, j'aurais jamais fait de compète et j'aurais jamais vécu ça. Donc, quel que soit le moment, sache qu'il y aura jamais de moment idéal. À un moment, faut poser le cerveau et foncer et te dire, OK, en fait, la seule limite, c'est juste moi. Si tu prends conscience de ça, tu te dis, ben, pourquoi est-ce que je me mettrais des limites, quoi, en fait. Donc, tu as le droit de rêver, tu as le droit de voir plus grand et tu peux voir plus grand. Et le seul truc qui te freine, bah, c'est plutôt toi, en fait. Et des fois, quand je me sens freiné, je me dis: «OK, c'est quoi le frein? Est-ce que c'est moi le frein ou est-ce que c'est un vrai frein?» Et dans 90 des cas, c'est moi le frein. Et c'est pour ça que je garde toujours ça à l'esprit. Après, la deuxième chose que j'ai envie de te dire, c'est que parfois tu fais des choses et ça marche pas. J'ai essayé de faire du skate et c'était cool et je m'amusais, mais ça marchait pas en compète. Et du coup, je me suis dit: «OK, mais moi ce que je veux faire, c'est de la compète, je veux garder cet esprit de glisse et faire la compète». Et pour faire la compète, beh, j'ai pivoté. Donc parfois, tu vas essayer quelque chose et ça va pas marcher comme tu veux et ça veut pas dire qu'il faut abandonner. Ça veut juste dire que peut-être il y a un angle d'attaque qui est pas bon et qu'il faut le modifier et en modifiant cet angle d'attaque, ça va t'amener là où tu as envie d'aller. OK? Donc n'aie pas peur. Si tu bloques trop, tu vois que c'est trop dur, que, hem, tu vas pas y arriver, tu es bloqué à ce niveau-là, tu fais un petit pivot et peut-être que ce pivot va t'amener vers ton objectif. C'est juste un autre moyen d'atteindre ton objectif. Donc ne dis pas: «J'y arrive pas, je suis nul» ou tout ça. Non, non, c'est peut-être qu'il y a juste un pivot à prendre. Donc vraiment garde ça à l'esprit et c'est ce que me rappelle ce skate au fond de mon bureau tout le temps. 3e chose, je pense que j'y serais jamais arrivé s'il y avait pas quelqu'un qui m'avait dit: «Tu peux le faire, c'est possible, regarde comment il faut faire, je te montre comment il faut faire et tu peux le faire». Parce que tu te fais coacher, je me suis fait coacher techniquement. On m'a dit: «Fais ci, fais ça, appréhende les virages comme ça, là tu devrais freiner, lever le pied» et cetera. Te pencher un peu plus comme ça, mettre la main et tout vraiment des choses techniques. Je te passe toute la technique de la street luge, mais vraiment des choses techniques. Ça, c'était bien. Mais derrière, le gars me dit: «Tu peux le faire». Ouais, OK, ça fait 3 ou 4 mois ou 5 mois que tu sais en faire, mais tu peux le faire. Tu as le niveau là tout de suite. Donc je te montre comment faire et tu peux le faire. Et ça, c'est extraordinaire. Donc fais-toi accompagner. Si vraiment ton objectif, il est grand, si vraiment ton objectif, il est élevé, si tu veux y arriver vite, heu, fais-toi accompagner. Moi, aujourd'hui, je suis sûr que si je m'étais pas fait accompagner, je sais pas si j'aurais fait toutes ces compètes-là. Je sais pas si j'aurais vécu ça et surtout, hem, je serais jamais arrivé à ce niveau-là. Parce qu'il y a pas un gars qui m'a dit: «Mais si, en fait, tu peux, tu as le niveau. Vas-y, tu peux, tu as le niveau». Et s'il faut, mais j'avais même pas le niveau, j'en sais rien. Mais lui, il me disait: «Tu as le niveau». Du coup, j'avais la confiance, en tout cas et ça a fait la différence, clairement. Donc se faire accompagner, c'est indispensable. Et puis, dernier point, je pense que, l'accident qui m'est arrivé et qui a vraiment été le seul gros qui m'est arrivé, j'en ai fait d'autres, hein. J'ai atterri dans un arbre,
En ratant un virage, évidemment. J'ai glissé sur 100 combinaisons et je me suis mis plein de gravier de la cheville jusqu'à l'épaule. Bon, bref, tout ce genre de choses qui nous arrivent, qui font partie des aventures, des aventuriers du skate et de la luge, quand tu fais pas assez attention. Et bon, tout ça, c'est arrivé, mais celui-là, c'était vraiment le plus gros. Mais je pense qu'en fait, il est arrivé parce qu'il y a un moment, à ce moment-là, dans la compète, où je sais que je suis second. De toute la liste, je suis second, et donc je vais m'élancer en tant que favori. À, à ce moment-là, en fait, je crois qu'il y a un moment où, inconsciemment, je me dis, tu le mérites pas. Euh, c'est pas possible, en fait, ce qui t'arrive, c'est juste tellement dingue, c'est pas possible, tu le mérites pas. Et je me suis tapé dans ce qu'on appelle un plafond de verre. Donc, un plafond de verre, c'est Guy Henriksson dans son livre Le Grand Saut qui explique ça. Donc, si tu l'as jamais lu, je t'invite à le lire. Et donc, il dit qu'au bout d'un moment, on est tellement à un niveau élevé, où on se trouve à un niveau élevé. Ça veut même pas dire que tu sois à un niveau élevé, mais on se trouve à un niveau élevé et on tape dans un plafond de verre. Et ce plafond de verre nous empêche, on prend des décisions inconsciemment. On se rend pas compte qu'on est à ce plafond de verre et on prend des décisions qui vont à l'encontre de notre objectif, à l'encontre de notre mission, mais on a l'impression que c'est le bon moment, c'est le bon truc, ça va nous y amener. Et c'est en fait, c'est limitant. Et je pense qu'à ce moment-là, si je crée cet accident, c'est pas parce que je le fais tout seul, quoi. Je pense qu'il y a une partie d'inconscient qui dit tu mérites pas. Enfin, déjà, je me le disais clairement, mais tu le mérites pas, c'est pas normal. Les autres, ça fait 10 ans qu'ils font ça et toi, tu es en train de les battre. Et donc, j'ai tapé dans un plafond de verre et je l'ai tapé physiquement, puisque je me suis fait mal. Et donc, j'ai envie de te dire que peut-être qu'à un moment, si tu sens que tu n'évolues pas, ou que les décisions que tu prends sont pas bonnes, ou que il t'arrive trop de misère, quoi. Il y a trop de problèmes qui tombent d'un coup et tu comprends pas pourquoi. J'ai envie de te dire, est-ce que ça veut pas dire que là, en ce moment, tu es dans un plafond de verre et tu te dis, je le mérite pas, je peux plus, voilà, mon entourage fait que me bloque, enfin, en tout cas, n'a jamais vécu ça et moi, je suis en train de le vivre, ou il y a des gens qui sont entrepreneurs depuis 10, 15, 20 ans et qui n'arrivent pas au résultat auquel j'arrive. Et, euh, et donc, du coup, malgré toi, tu prends des mauvaises décisions. Donc, j'ai envie de te dire, si tu sens que tu prends des mauvaises décisions, que tu as des freins, c'est est-ce que tu n'es pas dans un plafond de verre? Et le seul moyen, ce que j'ai appris après par la suite, parce que maintenant, j'ai rencontré plusieurs fois dans ma vie d'entrepreneur des plafonds de verre. Et le dernier, c'était encore il y a quelques mois. Et je sais que le seul moyen de péter un plafond de verre, c'est d'avoir quelqu'un qui te dit, OK, mais est-ce que t'es pas sur un plafond de verre? Donc déjà, t'en prends conscience. Et de te dire, OK, mais en fait, pourquoi tu t'en es là? Pourquoi tu dis que tu mérites pas, etc. Et ce genre de réflexion, en fait, t'aide à voir que c'est un plafond de verre. Et la personne va t'aider à passer ce plafond de verre. Et on peut difficilement casser un plafond de verre seul. Et il faut savoir que une fois que tu as cassé ce plafond de verre, tu en auras un autre juste un peu plus haut. Et puis un autre juste un peu plus haut. Et un autre juste un peu plus haut. C'est pour ça que les grands sportifs ont toujours des coachs. C'est pour ça que les grands entrepreneurs ont toujours une équipe qui les accompagne. C'est juste que bah, on sait qu'à un moment, on va en taper un autre, quoi. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui te prenne la main et qui t'aide à le casser. Et on monte. Et ça, c'est obligatoire. Et on le vivra tous toute notre vie. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être entouré, en fait. Et que la solitude de l'entrepreneur, c'est terrible pour la croissance d'une entreprise et c'est terrible pour le développement personnel d'un entrepreneur. Donc voilà, prends bien conscience de cet état de plafond de verre et que bah, parfois, c'est pas juste le hasard, c'est peut-être que, ou la malchance, peut-être tu es en train de taper un plafond de verre. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. C'était un peu différent de d'habitude. N'hésite pas à me laisser un commentaire, à me dire ce que tu en as pensé. Si tu es sur Apple Podcast, à laisser un avis et à aider aussi à partager, à aider d'autres personnes, d'autres entrepreneurs qui ont envie de développer leurs entreprises dans le paysage et le métier du végétal, à profiter du podcast comme tu le fais. Je te souhaite une très très belle journée et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, bye bye.